Des transactions totalement anonymes. C'est exactement ce que promet Zcash, une crypto née en 2016 dans l'ombre de Bitcoin avec un objectif radical, restaurer la confidentialité dans un monde de plus en plus surveillé. Pour y parvenir, ses créateurs ont décidé d'implémenter une nouvelle technologie capable de prouver qu'une transaction est valide sans révéler la moindre information sur son contenu. Mais c'est pas tout, l'histoire du Zcash, c'est aussi l'une des plus folles de tout l'écosystème crypto. Une cérémonie cypherpunk ultra secrète impliquant la CIA, des ordinateurs fracassés à la meuleuse, une paranoïa grandissante teintée d'idéaux libertariens. Vous allez voir, il y a tout pour en faire une bonne série Netflix. D'un côté, Zcash est revenu en force ces derniers temps, et c'est vraiment peu dire tant sa performance dépasse l'entendement. De l'autre, ça reste un privacy coin, et qu'on se le dise, les défis sont immenses. Alors, est-ce que Zcash est vraiment le futur de l'argent, ou alors est-ce qu'on assiste juste à une hype passagère? Est-ce que ça vaut vraiment encore le coup d'en acheter? Bah, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, vous l'avez vu, le marché saigne pas mal et c'est peut-être le bon moment pour faire les soldes. Pour ça, laissez-moi vous parler rapidement de Bitvavo, le partenaire de cette vidéo. Il propose plus de 400 cryptos différentes et une garantie de 100 000 euros sur votre compte, exactement comme ce serait le cas dans une banque. En ce moment, vous avez droit à un bonus de bienvenue de 10 XRP et de 10 000 euros de trading sans frais. Alors n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Pour comprendre Zcash, faut revenir à une époque où Bitcoin commençait un peu à perdre de son aura mystérieuse. Au début, on le disait anonyme, presque invisible, alors qu'en réalité, il était tout ce qu'il y a de plus transparent. Vous le savez maintenant, Bitcoin n'est pas anonyme, il est pseudonyme. Ça paraît tout bête en 2025, mais il y a quelques années de ça, c'était pas du tout évident pour tout le monde. Avant, on utilisait Bitcoin sur le dark web. Silk Road, tout ça, ça vous dit bien quelque chose. Personne ne connaissait la tech, il y avait beaucoup moins de contenu de vulgarisation, et quand les gens ont commencé à comprendre qu'une transaction pourrait permettre ad vitam aeternam de remonter jusqu'à eux, bah ça a pas mal fait couler d'encre. Retour en 2013 dans les couloirs du département informatique de l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. Matthew Green, un professeur assistant légèrement cypherpunk sur les bords, lit pas mal de trucs concernant Bitcoin et les cryptos. Bon, j'ai un peu menti, c'est pas qu'un prof assistant, c'est aussi un spécialiste en cryptographie et en sécurité informatique. Alors forcément, toutes ces monnaies virtuelles, ça l'intéresse depuis le début. Et là, au détour d'une pause café, il fait un constat assez amer. Pour lui, la vie privée est en train d'être grignotée petit à petit, et ça lui plaît pas, mais alors pas du tout. La question qui se pose naturellement, c'est comment prouver qu'une transaction soit valide, mais sans avoir à révéler quoi que ce soit dessus. Ça paraît insoluble comme problème, presque trop beau. Mais en vrai, la cryptographie bosse sur ça depuis des années déjà. Bon, cela dit, je suis pas là pour vous refaire l'histoire avec un grand H de cette discipline qui remonte à bien avant Bitcoin, alors passons. Ce mec-là, Andrew, il regroupe quelques anciens étudiants et ils vont se mettre à plancher sur cette problématique justement. Ce travail donne naissance à ZeroCoin, une sorte de couche additionnelle censée rendre Bitcoin vraiment anonyme. Sur le papier, c'est tip top, mais en pratique, c'est une solution encore trop lourde, trop académique et trop difficile à appliquer sur un réseau qui tourne déjà comme Bitcoin. Un beau matin, il y a un type qui tombe sur la publication de Green et de son petit groupe. C'est Zuko Wilcox, et il est directement emballé par l'idée. Alors ce mec, c'est pas un clown, il a déjà bossé dans le milieu et c'est un développeur connu dans le secteur de la cryptographie. C'est vraiment l'archétype du cypherpunk à l'époque. Cheveux en bataille, éternel sourire en coin. Il a travaillé avec David Chaum sur DigiCash en 1996, à une époque où la crypto-monnaie n'était qu'un rêve de nerds obsédés par la vie privée. Zuko décide que ZeroCoin mérite de vivre, et il propose à Matthew Green de donner une nouvelle dimension à ce qui deviendra Zcash. Pour lui, il faut en faire une vraie crypto indépendante de Bitcoin qui se frotte au monde réel, aux utilisateurs, aux régulateurs et au marché. Et c'est là qu'ils font la Electric Coin Company. Le projet séduit immédiatement des gros noms de la Silicon Valley, de Barry Silbert, le mec derrière le Digital Currency Group, à Roger Ver, fervent défenseur de Bitcoin Cash dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Bref, il y a des gros noms de l'écosystème de l'époque qui s'intéressent au projet. En 2016, le premier ZEC n'est pas encore miné qu'ils ont déjà réussi à lever près de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, ça paraît rien, mais il faut remettre ça dans son contexte. Il y a 10 ans, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Cette naissance très Silicon Valley n'est qu'un préambule. La légende, elle commence juste avant le lancement, avec la fameuse cérémonie. Alors je vais la faire courte et simple. Pour que Zcash fonctionne, il faut générer une clé cryptographique initiale, une sorte de graine magique qui servira de base au protocole. Le problème, c'est que cette clé ne doit jamais être détenue en intégralité par une seule personne, car si quelqu'un la conservait, il pourrait créer des ZEC à l'infini sans que personne ne s'en rende compte. Il faut remédier à ça. 6 participants dispersés dans le monde. Chacun doit acheter un ordinateur neuf dans une boutique prise au hasard. Le matériel doit sortir du carton, aucun logiciel préinstallé, aucune connexion internet, rien. Pas de clé USB, pas de disque dur personnel, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, vraiment rien du tout.
Ils génèrent leur partie de la clé, puis ils détruisent tout. Et quand je dis qu'ils détruisent tout, c'est pas une métaphore. Peter Todd, l'un des 6 participants et développeurs de Bitcoin réputés, a généré sa clé sur un PC portable placé dans une boîte en carton recouverte de papier d'aluminium, tout en traversant le Canada en voiture. Ensuite, il a tout cramé au propane. Zuko, lui, il a littéralement découpé son ordinateur à la meuleuse industrielle. C'est de ce niveau de précaution dont on parle. Les cypherpunks font pas les choses à moitié, c'est le cas de le dire. Parmi les participants à cette cérémonie un peu particulière, il y en a un qui n'a jamais révélé son identité. C'était un fameux John Dobertin. Évidemment, vous vous en doutez, c'était pas son vrai nom. Pendant des années, personne n'a su qui c'était. Et puis, on a fini par avoir la vérité. I participated in the Zcash original ceremony under the pseudonym John Dobertin. Oui, le Edward Snowden, l'ancien agent de la NSA qui a révélé au monde entier la surveillance de masse de l'agence américaine, entre autres. Il a participé à la première cérémonie de Zcash, simplement par conviction, parce qu'il a vu que beaucoup de gros noms de la cryptographie étaient sur le projet. À ce moment-là, il y a eu une mise à jour sur Zcash, et dans les grandes lignes, son anonymat n'était plus nécessaire pour protéger l'intégrité du réseau. Voilà pourquoi il a tout révélé. Là, j'ai parlé de la première cérémonie, ça veut dire qu'il y en a eu une autre? Bah ouais. En 2019, les devs ont découvert une vulnérabilité sur le protocole, et théoriquement, ça aurait permis à un attaquant de créer des ZEC à l'infini, sans que personne s'en aperçoive. C'est exactement ce qu'ils voulaient éviter initialement. L'information elle est gardée secrète pendant plusieurs mois, le temps de déployer le correctif. Une nouvelle cérémonie est organisée, encore plus massive, rassemblant 90 participants. Aujourd'hui encore, personne ne sait si la faille a été exploitée. C'est un doute qui restera peut-être éternel. Alors tout ça c'est très bien, on a un projet avec de la rigueur académique, des gros noms du secteur, des cérémonies cypherpunk un peu sombres, mais en fait comment ça fonctionne toute cette histoire? Y a quoi sous le capot? Zcash est très proche de Bitcoin, enfin c'est littéralement un fork, c'est-à-dire un copier-coller à l'origine, mais comme beaucoup de cryptos à cette époque en fait. Plusieurs divergences techniques importantes ont été introduites pour servir la confidentialité. La première concerne le minage. Zcash n'utilise pas SHA-256 comme Bitcoin, mais Equihash. C'est un algorithme qui est censé être résistant aux ASICs et favoriser les mineurs avec des cartes graphiques. Bon, ça a duré qu'un temps, parce que les industriels se sont ramenés et ils ont réussi à contourner la limite. Et maintenant, il y a des ASICs spécialisés dans le minage de ZEC. Et évidemment, on va devoir parler des ZK Snarks. Alors pas de panique, c'est assez simple en réalité. L'idée derrière ces preuves à connaissance nulle est presque magique. Elles permettent de prouver qu'une transaction est valide, donc que l'argent existe, qu'il n'est pas dépensé 2 fois, et que les sommes s'équilibrent, sans révéler ni l'expéditeur, ni le destinataire, ni le montant. On ne voit que la preuve, pas la transaction. C'est une grosse différence par rapport à Bitcoin en matière d'anonymat. Il y a aussi une différence majeure au niveau des adresses. Sur Zcash, il y a une adresse transparente, comme sur Bitcoin, et des adresses anonymes. Ces dernières portent très bien leur nom, c'est une dualité qui permet une grande flexibilité. Au début, faut l'admettre, il n'y a pas grand monde qui utilisait les adresses anonymes. Celles-ci étaient lourdes pour le protocole et plutôt chères. Enfin, c'était plus compliqué quoi. Depuis, ça a évolué, il y a eu des mises à jour, et c'est plus tellement un problème aujourd'hui. Le résultat, c'est que maintenant, la part des transactions réellement anonymes augmente fortement, et ces dernières commencent enfin à représenter une portion significative du réseau. Zcash devient plus simple, plus rapide, plus cohérent avec sa mission initiale, et offre une véritable confidentialité sur la blockchain. Pendant longtemps, Zcash a vécu dans une sorte de coma médiatique, une crypto admirée par les puristes, respectée par les chercheurs, mais largement ignorée par le marché. Pendant des années, et jusqu'à il y a quelques semaines à peine, le prix du ZEC oscille autour de 30 à 40 $. Vraiment rien d'excitant quoi. Et puis en septembre, les premiers signaux apparaissent. La part de l'offre située dans les pools protégés commence à grimper en flèche. Les transactions anonymes augmentent fortement, les retraits privés sur Gemini deviennent disponibles. Et d'ailleurs, les Winklevoss se gênent pas pour faire plus ou moins la pub du token. Zashi, le wallet développé par le projet, rend enfin la confidentialité plug and play pour n'importe quel utilisateur. Et surtout, la blockchain s'ouvre et développe grandement ses usages. En gros, Zcash devient crédible. Et il n'en fallait pas plus aux institutions pour qu'elles ramènent leur grain de sel. Le premier, c'est Arthur Hayes. L'ancien CEO de BitMEX annonce que Zcash est devenu le deuxième plus gros actif du portefeuille de son family office Maelstrom, juste derrière Bitcoin. C'est pas une petite prise de position, il parle ouvertement d'un ZEC pouvant atteindre 10 à 20% de la capitalisation de Bitcoin dans les prochaines années. Pour lui, il va facilement taper les 10 000 $ par coin, c'est pas rien quand même. Ensuite, on a une biotech cotée au Nasdaq, Leap Therapeutics, qui pivote totalement pour devenir Cypherpunk Technologies. Avec l'appui de Winklevoss Capital, l'entreprise commence à accumuler des ZEC à grande échelle, avec l'objectif affiché d'en détenir jusqu'à 5% de l'offre totale. On a littéralement assisté à la naissance d'une Zcash Treasury Company. En parallèle, le Grayscale Zcash Trust voit ses actifs sous gestion skyrocket en quelques semaines, alimenté par un afflux soudain d'investisseurs institutionnels cherchant une exposition aux ZEC. En quelques semaines, le token passe de 50 $ à plus de 700 $ et à l'écriture de cette vidéo, on est aux alentours des 650. C'est l'une des hausses les plus violentes de ce cycle. Le coin est littéralement aux portes du top 10 de CoinMarketCap. Alors est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant? Et bah pour répondre à ça, il faut regarder Zcash pour ce qu'il est, c'est-à-dire un projet technologiquement brillant, mais qui avance avec plusieurs handicaps structurels.
Techniquement, l'expérience utilisateur sur Zcash est enfin propre, c'est qu'à de le dire. Et dans notre monde où l'on récolte de plus en plus de données personnelles, parfois assez malhonnêtement, faut bien le dire, avoir un peu de confidentialité, ça fait du bien. Avec sa facilité d'accès et son soutien de géants de l'écosystème, c'est un privacy coin qui a pu tirer son épingle du jeu. Monero par exemple, qui a un autre projet du même genre qui est bien connu, n'a pas ce genre de spécificité. En plus, c'est de l'anonymat by design, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, et ça plaît pas à tout le monde. Contrairement à Zcash où justement on a le choix de l'anonymat. Bon, maintenant, il y a aussi des faiblesses, ça fait des années que le projet ne bouge pas, ou peu, il y a eu des vulnérabilités, etc. Ça, forcément, ça laisse des traces, et pas mal d'inertie. Du coup, quand on voit son ascension des dernières semaines, on peut que se méfier. Mais le plus gros problème de Zcash aujourd'hui, c'est la régulation. MiCA en Europe, les normes AML ou KYC globales, les pressions américaines contre les privacy coins, tout converge vers un environnement où les crypto-monnaies réellement anonymes deviennent difficiles à lister sur des exchanges centralisés. C'est déjà arrivé avec Monero justement, ils avaient été délistés de Binance. Alors certes, le Zcash peut survivre sans des grosses plateformes, mais un marché institutionnel de Zcash, ça c'est moins sûr. En prime, la concurrence s'intensifie. On a parlé de Monero évidemment, mais il y a aussi des solutions de confidentialité qui sortent sur Ethereum, sur Solana, etc. La privacy n'est plus une niche, ça devient de plus en plus une feature. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On peut imaginer 3 scénarios. Dans le plus optimiste, la demande mondiale pour la vie privée explose et Zcash devient l'équivalent cryptographique d'un droit fondamental numérique. Dans le plus pessimiste, la régulation étranglera les privacy coins, les plateformes se retireront et Z2C se repliera dans une niche complètement illiquide. Le scénario le plus probable se trouve sans doute entre les deux. Zcash continuera d'évoluer, de trouver sa place, d'être adopté par une minorité, certes, mais une minorité engagée, dans un marché où la confidentialité reste importante, mais pas dominante. Et quand on regarde son histoire, c'est peut-être pas un si mauvais destin que ça en fait. La philosophie de Zcash se heurte à la réalité. On a d'un côté un projet qui veut nous permettre d'envoyer de l'argent anonymement, et de l'autre un monde qui cherche de plus en plus de transparence et de traçabilité. Reste à savoir comment il s'en sortira, et ça y a qu'en observant le futur qu'on le découvrira. Et ça tombe bien, vous pouvez faire ça en suivant notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct et franchement ça fait gagner un temps de fou. Laissez un like et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et aussi, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller jeter un œil à Bitvavo, le partenaire de cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Dites-moi en commentaire si vous avez du Zcash ou si au contraire vous vous en tenez éloigné pour le moment, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.